parallèlement donc, à ces questions d'iconologie analytique qui m'intéressent, je mène depuis 2005 une réflexion sur les rapports entre cinéma et art contemporain. Et cette réflexion est née, je vous donne au fond la genèse, pour deux raisons. À la fois parce que les acteurs, c'est-à-dire les théoriciens que je vais convoquer, ce sont des gens que j'ai fréquentés, que je fréquente encore, mais avec lesquels je suis, pour certains en tout cas, en désaccord. Un désaccord tout à fait amical, puisqu'on se connaît très bien et on ne cesse de, par livres et articles interposés de se répondre. Euh, Dernièrement en date, j'ai répondu au petit bouquin de Jacobon Que reste-t-il du cinéma dans un article publié sur Art Press qui est en ligne. Le cinéma pour solde de tout compte, entre parenthèses, de l'art. De la même manière, dans le dernier bouquin de Raymond Bellour, La querelle des dispositifs, il revient sur les théories que je propose pour en dire, non pas tout le mal, mais tout ce qui nous sépare, en tout cas les désaccords qui sont les nôtres. Alors tout ceci pour vous dire que cette réflexion est née d'un séminaire où nous étions ensemble, en commun, à Paris 3, de 2005 à 2008, qui nous réunissait, c'est-à-dire Raymond Bellour, Philippe-Alain Michaud, Philippe Dubois, Jacques Aumont, Barbara Lemaître, Teresa Faucon et quelques autres. Christa Blumlinger, bien sûr. En 2009, j'ai fait paraître aux éditions Aléa un ouvrage collectif qui rassemblait au fond les travaux que nous avons menés pendant plusieurs années. Donc quand on a commencé ce travail, on s'interrogeait sans avoir au fond de véritables positions arrêtées, et puis les choses se faisant, on peut considérer qu'il y a deux camps qui se sont rapidement dessinés. Je dirais, sans qu'il y ait d'a priori ou de préjugés, je pourrais dire le camp de l'orthodoxie cinématographique, c'est-à-dire au fond le camp du dispositif cinématographique, au nom duquel il y a et il ne peut y avoir qu'une certaine forme de cinéma. Et puis, d'un terme très général, je dirais le camp de l'expanded cinéma. Euh, alors, je suis évidemment plutôt du côté du camp de l'expanded cinéma, mais le camp de l'expanded cinéma n'est pas un camp unifié non plus. On n'a pas de stratégie, on a aussi de vraies différences. Euh, et par endroits, je me sens finalement assez proche de Jacques Aumont, malgré ce qui nous sépare, parce qu'il me semble que ces questions sont malgré tout éminemment légitimes. Voilà. Donc, ce que je vous présente, c'est un travail qui est en cours. Hein. C'est une réflexion à la fois. Ce sont des thèses qui sont très personnelles, ce sont les miennes, euh, que j'ai déjà défendues dans un petit essai, donc cinéma contemporain, quelques articles. Alors, je ne vais pas simplement. J'avais posé la question à Bertrand Gervais, il m'avait dit mais non, au fond, ce qui nous intéresse, c'est finalement le cinéma dans son ensemble. Donc, la question du cinéma et de ses rapports avec l'art contemporain, donc de ce que j'ai nommé un cinéma après l'époque du cinéma, n'est jamais que le dernier moment d'une réflexion historique sur ce que j'ai appelé les usages théoriques du nom de cinéma. Voilà, ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est-à-dire essayer de réfléchir à la manière dont le cinéma a été investi par des stratégies esthétiques au cours de son histoire et essayer de faire le point sur ces différentes stratégies. Euh, alors j'ai quand même préparé un texte relativement écrit, donc je m'excuse de devoir peut-être vous imposer sa lecture. Mais comme c'est quelque chose de relativement compliqué, je préférais, puisque l'autre difficulté, c'est de tout faire tenir en 3 heures, c'est-à-dire de faire tenir à peu près 10 ans de réflexion et quelques livres en 3 heures, de vous donner une espèce de condensé. Voilà, donc je me suis dit que si je ne l'écrivais pas, me connaissant, je risquais fort de passer 3 heures sur l'introduction, ce qui m'arrive souvent dans les séminaires de master.
Et mes étudiants s'impatientent, ça commence quand? Mais ça a commencé. Voilà, donc je préférais prendre le parti d'écrire. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une réflexion sur le cinéma qui prend acte de deux perspectives différentes, mais que j'entends articuler. La première perspective, c'est une perspective historique qui va concerner ce que je disais tout à l'heure, essayer de définir les usages théoriques qui portent sur le nom de cinéma, la manière dont le cinéma a été investi. Et la deuxième perspective qui va m'intéresser, que je vais probablement aborder vers la fin, c'est une perspective esthétique qui concerne les politiques de l'art qui sont menées au nom du cinéma. Pour le dire assez rapidement, je retiendrai cette idée que le cinéma est au fond l'enjeu de stratégie esthétique et que l'on retrouve au fond dès les années 20, en tout cas les années 20 sont un moment essentiel, précisément lorsqu'il va s'agir de faire du cinéma un art. Il semble qu'il y ait une urgence esthétique que la photographie n'a pas connue de la même manière. Mais en tout cas, il y a visiblement une urgence esthétique de faire du cinéma un art. Or, on est, si vous voulez, dans une solution éminemment paradoxale. Le cinéma qui n'est pas un art encore, qui n'a pour lui-même à peu près aucune revendication, est par ailleurs investi par des avant-gardes. Toutes les avant-gardes se sont intéressées au cinéma. Alors soit comme Mayakovsky, pour en dire du mal, à la fin au début des années 10, 1810, 1808, 1909, il est résolument contre. 10 ans après, il a changé d'avis et il est au fond définitivement pour. Donc toutes les avant-gardes se sont intéressées et l'idée, j'y reviendrai cette fois dans le détail, pourrait être celle-ci. Le cinéma qui n'est rien dans l'ordre des arts devient l'art au nom duquel une révolution artistique doit avoir lieu. Donc on est, si vous voulez, devant un paradoxe éminent. Le cinéma n'est rien et en même temps, on voudrait qu'il soit le premier des arts dans une bataille esthétique que les avant-gardes sont en train de mener. C'est le premier point. Et le paradoxe, c'est que malgré cette offensive esthétique, c'est probablement, je dirais, alors je vais peut-être faire sursauter, mais la plus réactionnaire des théories qui sera avancée, qui va l'emporter. C'est la théorie de Richo Tokanud. Richo Tokanud réussit à imposer le 7e art, sauf qu'on s'est quand même relativement peu avisé de la situation dans laquelle il plaçait le cinéma. J'y reviendrai tout à l'heure. À savoir que, faisant du cinéma le 7e art, on donnait au fond préséance à une filiation qui attachait le cinéma au système des beaux-arts. Or, le système des beaux-arts, c'est le XVIIIe siècle. En France, c'est Charles Batteux, c'est 1750. Et ensuite, c'est une idée, vous le savez, qui sera retravaillée par la philosophie allemande. D'ailleurs, de manière très directe, Richo Tokanud n'a jamais, au fond, caché les sympathies qu'il avait pour Schopenhauer, et c'est de Schopenhauer qu'il reprend, au fond, sa fameuse synthèse des arts. Donc, le cinéma ne devient un art singulier, 7e dans l'ordre des arts, qu'à servir une cause révolutionnaire des arts, celle des avant-gardes. Paradoxe. Et il me semble que l'on retrouve aujourd'hui une situation qui est au fond alors à la fois différente par ses aspects et en même temps sont semblables par, je dirais, l'articulation théorique qu'elle nous laisse imaginer, puisqu'il s'agit au fond de débattre, la querelle des dispositifs, c'est bien de cela dont il s'agit chez Raymond Bellour, de débattre si du cinéma peut exister en dehors du dispositif historique qu'il a vu naître. Voilà, en gros, c'est ça la question. Alors, qu'est-ce que j'entends très rapidement, avant d'y revenir dans le détail, par usage théorique du cinéma? Au fond, ceci. Il y a au fond l'idée que le cinéma n'est pas assignable à une réalité esthétique unique qui viendrait solder toute demande d'art. Il me semble qu'il existe, bien au contraire, qu'à partir de catégories esthétiques
qui rendent pensables ses logiques poétiques, son organisation sociale et son économie de production et de diffusion. Et par ailleurs, les discours qui le prennent en charge, qui prennent en charge le nom de cinéma ou cette réalité esthétique, n'ont pas pour seule fonction une fonction d'élucidation qui répondrait à une inusable question: qu'est-ce que le cinéma? D'ailleurs, je reviendrai là-dessus, mais c'est quand même une question qui se pose assez tard, c'est-à-dire pas avant les années 40. On se pose d'abord la question: le cinéma est-il un art? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est le cinéma, mais on veut qu'il soit un art. Bon, le retour du refoulé, c'est dans les années 40. La question, elle est chez André Bazin. Donc ces discours, me semble-t-il, n'ont pas simplement au fond une fonction élucidante qui doit ou qui pourrait dire ce qu'est le cinéma, mais ce sont donc non pas des discours sur le cinéma qui présupposent alors que le cinéma existe bien avant eux, mais des discours qui instituent le cinéma, qui le construisent, qui inventent sa réalité esthétique. Ce qui m'intéresse donc dans ces usages théoriques du nom de cinéma, eh bien, c'est ce constructivisme des discours qui va nous intéresser. Alors, peut-être deux mots sur le titre un peu énigmatique que je me suis donné, qui était de l'autre côté de la porte, mais où je faisais entendre deux choses, à la fois une vie posthume du cinéma, c'est-à-dire quelque chose comme une vie après la mort, et pourtant, au fond, je ne suis pas là pour vous parler de mort du cinéma, bien au contraire. Il me semble au contraire que le cinéma est bien vivant, mais évidemment, pour le déclarer vivant ou mort, il faut d'abord s'accorder, non pas sur une définition, mais sur des hypothèses qui nous permettent de penser du cinéma, ou quelque chose qui y ressemble. Et puis, peut-être sur ce syntagme, le cinéma comme dernier des arts, c'est pas au fond une manière de laisser entendre une fin de l'histoire de l'art. Il ne s'agit pas de soutenir un discours hegelien de la fin de l'art, mais de faire entendre au fond que le cinéma tel qu'on l'imagine n'est jamais que le dernier des arts, mais dans un système classique et donc moderne des arts. Or, dans le régime contemporain de l'art, cette idée d'un dernier des arts, évidemment, est à peu près intenable, précisément parce qu'on a levé le compte de tout art. Donc, j'entends réfléchir à partir de la situation esthétique, je le disais tout à l'heure, du cinéma des temps contemporains, et je voudrais faire valoir deux choses. D'une part, la possibilité que nous aurions de maintenir ou pas, c'est la question qui sera posée, de maintenir ou pas une espèce d'ontologie historique du cinéma qui préviendrait ou réduirait les crises qu'il traverse. J'en veux pour preuve le dernier essai d'André Gaudreau et de Philippe Marion qui, au fond, réfléchissent les mutations, voire la mort du cinéma à partir des mutations technologiques qui l'affectent. Or, il me semble que en tout cas, je ne suis pas certain qu'on est là appuyé sur le facteur le plus décisif pour penser la situation d'une contemporanéité cinématographique ou d'un changement, je dirais, de modèle esthétique qui nous permettrait de penser le cinéma aujourd'hui. Il me semble qu'il faut partir de l'art et pas nécessairement de ces mutations technologiques, même si on le verra après avec les arts médiatiques, on sera obligé finalement de les inclure. Donc le cinéma que nous avons connu, me semble-t-il, est d'abord absolument dépendant d'une certaine idée de l'art, qui n'est évidemment plus celle à partir de laquelle nous jugeons aujourd'hui des œuvres, des arts et des œuvres de l'art. Donc, question, que se passe-t-il lorsque l'idée d'art qui gouverne le rapport d'un ensemble de pratiques, d'institutions et de discours sur l'art se met à changer? Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Le cinéma tel qu'on le pense est d'abord dépendant d'une certaine idée de l'art. Si cette idée de l'art se met à changer, qu'est-ce qu'il advient du cinéma? C'est-à-dire, est-ce qu'il est encore concerné par elle? Est-ce qu'il agit avec elle? Voilà. Quelles sont, au fond, les articulations qui se font?
Et d'autre part, il me semble que c'est à l'aune de cette situation, qui n'est donc pas tant celle d'une mutation technologique, que d'abord celle d'un changement de modèle esthétique, que ce que l'on a coutume d'appeler expanded cinéma, mais vous le savez, il y a d'autres formules qui courent, troisième cinéma, post-cinéma, troisième cinéma. Donc il y a toute une série. C'est très intéressant finalement cette prolifération des formules qui n'arrivent pas à s'accorder. Ça montre qu'il y a au fond, ça montre deux choses. Ça montre à la fois que le champ de l'art n'est pas unifié autour de ce qui est en train de changer dans notre compréhension du cinéma, et ça montre en même temps que le cinéma est en attente finalement d'une définition, d'une nomination. Alors la formule d'expanded cinéma, on va voir peut-être à un avantage. Moi j'avais proposé cinéma contemporain précisément parce que c'est à partir du régime contemporain de l'art que je lisais au fond les métamorphoses du cinéma. Mais la notion d'expanded, Philippe Dubois l'avait retraduite en disant extended cinéma dans les actes du colloque d'une Spring School qui s'était tenue en Italie, à Gradisca, ou dîner Gradisca, avec lequel Paris 3 était en échange. Donc, ce que l'on a coutume d'appeler expanded cinéma mérite donc d'être apprécié en rendant le cinéma compatible avec des formes et des dispositifs qui lui sont étrangers. Donc, question, si le cinéma tel que nous l'avons connu peut se rendre disponible à de telles possibilités, ne doit-il pas être considéré comme une exception dans une histoire du cinéma? Voilà, mon idée c'est celle-là. C'est-à-dire que le cinéma tel qu'on a connu, c'est pas la règle, c'est l'exception. Une exception historique qui a évidemment duré le temps qui a été le sien, qui a eu la chance de coïncider avec quasiment son origine, encore que la lecture évidemment esthétique d'une origine du cinéma est rétrospective. Les travaux de Gaudreau, là pour le coup, l'ont montré. Donc, c'est pour ça que je parle du cinéma après l'époque du cinéma, pour revenir sur cette exception d'une histoire du cinéma. Alors, je ne sais pas si tout le monde est... Alors je suis désolé en même temps de vous imposer un point de vue qui n'est peut-être pas celui régulier de vos recherches. Vous êtes plutôt, d'après ce que j'ai compris, en études sémiologiques, littéraires, et le cinéma n'est peut-être pas l'objet privilégié de chacun. Donc j'ai choisi de vous montrer des images, mais elles vous sont peut-être terriblement familières, donc je m'excuse auparavant si vous les connaissez par cœur. Mais j'avais du mal évidemment à cerner mon public. Donc, voilà. Donc je prendrai quelques exemples pour essayer, si vous voulez, de vous montrer ce qui nous oppose et ce qui rend au fond difficile la question d'une appréciation cinématographique d'œuvres qui sont revendiquées aussi bien par les artistes que par les théoriciens comme pouvant au fond ressortir à une approche cinématographique. 1973, Anthony McCall, ces fameux Solid Light Film, Line Describing the Cone, ça veut dire que vous connaissez quelque chose qui vous est familier pour certains, pas du tout. Bon, donc j'ai bien fait de les choisir. Voilà, ça c'est un exemple manifeste. Je vous en montre quelques-uns et puis après on peut peut-être les discuter. Paul Charitz, Frozen Film Frame. Alors, la particularité de Charitz, qui n'est pas le seul, puisque Kubelka, quelques années avant, avait lui aussi pris ce parti. Charitz, c'est quelqu'un qui travaille dans ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 1970, le cinéma structurel ou, de manière plus large, le cinéma expérimental. Et au fond, il donnait toujours deux versions de ses films. Ce que vous avez ici projeté, ce sont les photogrammes de son film, d'un film expérimental. Et il y avait donc toujours deux versions. Vous aviez la version projetée et la version exposée du film. Mais pour Charitz, il n'y a aucune différence. Dans les deux cas, ce sont des films. Dans les deux cas, c'est de cinéma. Donc, voilà, on a affaire à du cinéma. Il les appelle donc le gel du film. Donc, revendication d'artistes, de la même manière pour Anthony McCall, il appelle ça des films, mais solides. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'image. Ce qui l'intéresse, c'est le faisceau, c'est-à-dire la projection cinématographique. Donc, autrement dit, il identifie avec quelque chose qui est généralement passé sous silence, qui fait évidemment partie du dispositif, la projection,
Mais au fond, quand on va au cinéma, c'est pas pour regarder le faisceau de la projection qui passe au-dessus de nous. C'est pour regarder l'image qui est projetée. Là, c'est pas du tout ça qui est mis en évidence. Autrement dit, on voit bien que chez Anthony McCall, il y a une relativisation des rapports de solidarité qui se font entre les composantes du dispositif. Il y a au fond une dévalorisation de certaines et une survalorisation d'autres composantes qui fait qu'au fond, les éléments du dispositif sont là, mais au fond, on a échangé les places et on a inversé les rapports qui se font entre les uns et les autres. Est-ce que c'est du cinéma ? Puisque tous les éléments du dispositif sont présents. Sauf qu'on les a mélangés et ils ne travaillent plus de la même manière. Pour Anthony McCall, ça ne fait aucun doute, c'est une revendication d'artiste. Pour la doxa d'une défense du cinéma tel que son dispositif historique le comprend, non, ça ne peut pas en être. Parce qu'il faut d'abord une image matérielle, et derrière, évidemment, il y a l'idée que le cinéma doit raconter quelque chose, plus ou moins. Donc là, on a un autre cas de figure, si vous voulez, on a deux versions. Alors, la question des versions, on la connaît, c'est la question des versions multiples. Le cinéma des années 10, 20, 30 est habitué à ces questions-là. On pourrait peut-être, au fond, subsumer ces versions au travail des versions multiples. Alors, évidemment, les historiens du cinéma ne sont absolument pas d'accord avec une telle approche, mais quoi qu'il en soit, il y a une revendication d'un artiste, quasiment à la même époque, celle de Paul Charette. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des artistes qui nous font ce genre de demande, qui adressent à l'institution ce type de demande. Est-ce qu'on les refuse ou est-ce qu'on les discute ? On a pris le parti de les discuter pour mieux les refuser après, mais bon, on a quand même pris le parti de les discuter. Un cas beaucoup plus récent, c'est Agnès Varda, cette fameuse cabane du cinéma. Alors ça c'est, je crois, un de mes exemples préférés. J'ai écrit à plusieurs reprises sur cette cabane, que j'ai eu l'occasion de voir à Lyon, donc, à la Biennale d'art contemporain, sachant qu'il y avait d'abord eu une rétrospective à la Fondation Cartier à Paris en 2005 et 2006, où elle avait présenté l'ensemble de ses œuvres installées. Et il y avait la même cabane, mais articulée à d'autres éléments, une table de montage qui passait le film à l'envers et qui n'est plus présente dans la cabane du cinéma. Sauf qu'en 2005, la cabane du cinéma ne s'appelle pas la cabane du cinéma, elle s'appelle la cabane de l'échec. Alors de quel échec est-il question ? C'est ça qui est intéressant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette cabane et qui se demandent de quoi elle est faite évidemment de film. C'est la pellicule du film. Pas n'importe quel film. C'est la pellicule d'un long métrage qu'elle a tourné et qui s'appelle Les Créatures, avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli. Et ça a été un échec, donc c'est parti de ses premiers films, et ça a été un échec retentissant. Elle a cru que sa carrière cinématographique était définitivement terminée. Elle a d'ailleurs eu beaucoup de mal à convaincre des producteurs de la laisser faire un film à nouveau. Il est arrivé, et elle a connu la carrière que l'on sait. Et devenue célèbre, elle a eu l'occasion de ressortir, enfin un distributeur lui a proposé évidemment de ressortir son film, et là elle a refusé. Ce film que vous n'avez pas voulu voir, vous allez le voir, mais dans d'autres conditions. Autrement dit, elle réexpose son film, et donc du coup elle modifie l'accès phénoménologique à l'œuvre. Elle se donne une définition du cinéma. Elle dit c'est la cabane du cinéma parce que, alors c'est du cinéma parce que au fond c'est de la lumière arrêtée par des images. Voilà, et c'est ma définition. Paradoxalement, quand vous lisez les prolégomènes sur la matière qui ouvrent ce bouquin de Jacomon, dont le nom vient de m'échapper, mais il va me revenir, peu importe. Mais dans cette ouverture-là,
Jacquemont redéfinit la question du médium si importante dans le cadre du dispositif historique pour penser le cinéma et donne une définition quasi voisine. Donc tout à fait intéressant. Avec la même définition, on a malgré tout des positions théoriques quasiment opposées. Et la deuxième chose, c'est que elle désigne cette cabane comme une maison du cinéma. Elle dit quand je rentre dans cette cabane, j'ai l'impression d'être chez moi au cinéma. Autrement dit, c'est une autre manière d'habiter le cinéma. Voilà. Alors la thèse que j'ai défendue, je ne vais pas y revenir ici, mais je crois que l'article est en ligne sur le net. Une conférence que j'avais fait à Montréal il y a quelques années à l'invitation d'Irina Latek dans un colloque sur cinéma et architecture à l'école d'architecture de Montréal, où j'avais présenté une communication sur les cabanes de Varda, juste après les avoir vues à... Alors l'idée que je défendais, c'est que ici, c'est la cabane, c'est-à-dire au sens d'un principe architectural qui se substitue à l'appareil lumière et qui vaut pour appareil de présentation de l'œuvre. Non pas appareil de projection, mais appareil d'installation. Autrement dit, on peut considérer que Agnès Varda, je vais le dire dans les mots deleuziens, c'est plus rapide, ça me permet un raccourci, qu'elle invente son plan d'immanence. Elle invente un plan de composition qui lui permet au fond de représenter le cinéma à nouveau frais. Et c'est ça qui me paraît intéressant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on comprend que l'appareil lumière, c'est une certaine manière de valoriser une image. Une certaine manière de valoriser une image à partir de la projection cinématographique, de l'histoire qui est la sienne et de l'image projetée qui est évidemment proposée. Mais au fond, rien ne dit que le cinéma doive absolument être accordé ou tenu par cette prémisse phénoménologique et technique, la projection cinématographique. La preuve, pour Varda, un film comme Charitz, parce qu'au fond, ce qu'elle nous propose, c'est... Sauf que, dans le cas de Charitz, l'appareil, c'est le tableau. C'est-à-dire qu'il repasse par le dispositif tableau, qui lui permet de réappareiller notre accès phénoménologique à l'œuvre. Là, c'est l'architecture. Grosso modo, c'est ce que je disais. Je crois que le titre de la communication que j'avais donné à Montréal il y a quelques années, c'était le plus simple appareil du cinéma. Parce que, plus simple appareil, la cabane, c'est, vous le savez, dans l'ordre de la mythologie qui appartient à l'architecture, son origine. Origine évidemment fictive, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. J'avais tourné à l'époque un petit film, évidemment de piètre qualité, parce qu'il ne fallait pas filmer, mais j'ai filmé quand même. Alors je ne l'ai pas mis sur internet, c'est juste pour mes cours, voilà, mais j'en avais besoin. Et alors c'est évidemment de très mauvaise qualité, mais c'est pour vous donner... Et pourquoi ça ne va pas marcher ? Ça marchait très bien tout à l'heure. Bon, le son n'est pas nécessaire, c'est le son de la... Ouais, j'ai l'impression. C'est curieux, non ? Alors cette cabane n'est pas seule, elle est accompagnée d'une cabane à la plage. Il y a trois cabanes qui l'accompagnent. Il y en a une qui est la cabane au Canada, parce que pour nous, en France, c'est le mythe de la cabane au Canada. On sait très bien que la notion de cabane est entre autres associée à la Nouvelle-France. Le modèle, si on cherche un référent autobiographique, le modèle, ce sont les cabanes de Noirmoutier. L'île sur laquelle elle passe ses vacances avec Jacques Demy. Et il y a en effet, voilà, si on cherche un référent autobiographique, ce sont les cabanes de Noirmoutier. Le Canada n'y est pour rien dans cette histoire. Je ne tiens pas à ce que le Canada soit pour quelque chose.
Cabane soit lancé sans quel Canada. C'est Ouais. rafraîchissant. Voilà. Non, c'est les cabanes de Noirmoutier. Voilà, voilà. Non, mais- Vous avez une rivale. Vous avez Noirmoutier. Qui compte beaucoup aux yeux de la preuve. Voilà. Aux yeux de Agnès Varda. Voilà, donc il y a d'autres œuvres. Alors là, évidemment, plus radicales. Je ne sais pas si ça vaut le coup de. J'ai un problème toujours avec le temps. Je vais peut-être mettre ma montre. Cette œuvre avait fait scandale. Je vais juste en dire deux mots, mais elle avait fait scandale parce que. Et elle est intéressante, si vous voulez, du coup. Ce sont deux œuvres qui ont été projetées, exposées en vis-à-vis dans l'exposition Le Mouvement des Images de 2006, Centre Georges Pompidou. Commissaire d'exposition, c'était Philippe-Alain Michaud qui travaillait à cette époque dans notre groupe de recherche. Et vous avez donc une œuvre très ancienne et très connue de Nam June Paik, Zen for Film. C'est l'œuvre évidemment projetée. En haut, c'est une pellicule, une amorce, une pellicule vierge qui est projetée. Et le principe pour Paik à l'époque était très simple. C'était ce qui fait l'œuvre, c'est au fond son désœuvrement technique, c'est-à-dire que l'œuvre ne cesse de s'abîmer au cours de la projection. Donc l'image est blanche et en fait, au fond, petit à petit, les traces de cet usage répété, au fond, ne cessent de s'inscrire et la projection enregistre précisément le travail à l'œuvre. En revanche, en bas, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre et cet artiste, Wolfgang Leb, Pierre Delay. Alors, cette œuvre n'est absolument pas pensée. Autant Zen for Film est évidemment une œuvre cinématographique revendiquée comme telle par Paik, encore que elle a pour principe d'être associée à son dispositif de projection, c'est-à-dire le projecteur est dans la salle. Un petit peu comme les œuvres qui sont en ce moment au MAC, celle d'Adrian Paci. Vous avez le projecteur et l'œuvre en même temps. Ce qui fait problème pour beaucoup, cette association, alors que généralement, effectivement, il y a un refoulement de l'appareillage technique. Mais bon, j'imagine que là, c'est une position esthétique qui mériterait d'être interprétée probablement à partir d'Adorno. Mais l'œuvre qui est en bas est intéressante parce que elle n'est pas revendiquée par Leb comme étant cinématographique. C'est son commissaire d'exposition, son curateur, Philippe-Alain Michaud, qui a décrété qu'elle pouvait au fond participer de cette conception expandite du cinéma. Alors comment elle fonctionne cette œuvre ? Elle est très simple. C'est une plaque de marbre qui est rehaussée sur ses bords par un pourtour qui donc dépasse de la pierre de marbre de quelques centimètres, peut-être un peu moins. Et le principe, c'est on verse du lait tous les matins. Et le lait a pour effet de cailler. Quand le lait caille, il se forme un film. Voilà. Il n'en faut pas plus pour le curateur. On a du temps, on a un film qui se forme, on a du cinéma. Voilà. Alors, dès que Leb a eu connaissance de la position du curateur sur son œuvre, il a demandé immédiatement à ce qu'on sorte l'œuvre de l'exposition. Et elle est sortie de l'expo. Donc il s'est absolument opposé à cette interprétation. Voilà, donc c'est intéressant parce que là on a au contraire ici des artistes qui revendiquent le cinéma, là on a un artiste qui refuse le cinéma. Voilà, donc vous voyez, j'ai choisi la difficulté, je n'ai pas choisi que des gens qui parlent pour moi, il y a des gens qui s'y opposent et donc des artistes. Donc on a à la fois des artistes et des théoriciens qui s'opposent à cette ouverture du cinéma, et puis évidemment d'autres qui militent pour, Douglas Gordon, 24 Hours Psycho, que vous connaissez bien évidemment. Je ne vais peut-être pas poursuivre, ça c'est autre chose. Alors, donc si on considère un préjugé favorable pour ces œuvres-là, la question au fond pourrait être celle-ci: si on peut maintenir sous le même nom de cinéma les œuvres de Griffith, de Renoir, de Wells, de Pasolini, mais aussi de McCall, de Charitz et de l'Agnès Varda des Cabanes,
alors on est en droit de se demander, non pas qu'est-ce que le cinéma, à mon avis la question est mal posée, de toute façon elle appartient à une époque, mais plutôt qu'est-ce qui rend possible le nom de cinéma à une époque donnée. Il me semble que là, poser la question comme ça change un peu. Par ailleurs, si le cinéma peut être aujourd'hui confondu avec des formes qui font l'économie de son dispositif historique, celle-ci, qu'est-ce que le nom de cinéma est venu recouvrir comme réalité esthétique pendant sa longue durée? Donc s'il se confirme que le nom de cinéma n'est pas égal en tous les points de son histoire, je ne suis pas certain que nous ayons mesuré toutes les conséquences d'une telle position. Alors il ne s'agit pas pour moi de constater que le cinéma de Georges Méliès n'est plus celui de Lars von Trier, ou de dire que les théories de Jean Epstein ou de Dziga Vertov construisent des représentations du cinéma différentes de celles de Christian Metz ou de Hollis Frampton. Il s'agit tout autrement de se demander si ces théories du cinéma ne font pas deux choses en même temps, mais qui par un côté les rapprochent et par un autre les rendent incompatibles. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien il me semble que, c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, qu'une théorie nous renseigne d'une part sur l'objet qu'elle se donne, mais ce faisant, on postule donc que l'objet lui préexiste, et d'autre part, une théorie élabore une représentation de son objet qui constitue le double imaginaire, ce qui a pour conséquence de lui ajouter un plan de réalité qui ne dépend que d'elle. Je prendrai l'exemple de la théorie deleuzienne de l'image-mouvement, qui ne constitue pas, bien évidemment, un approfondissement des théories antérieures, parce qu'elle constitue plutôt une reconfiguration de l'archive théorique jusque-là disponible, mais à partir d'un déplacement de point de vue opéré par la philosophie bergsonienne du mouvement. Résultat, le cinéma, selon la théorie deleuzienne, c'est d'abord, me semble-t-il, une table d'orientation conceptuelle de la pensée, avant d'être un ensemble de films et d'auteurs, de genres et de styles, de techniques et de formes, dont elle espère avoir raison. Ce qui va donc m'intéresser, ce sont, je le disais, les usages théoriques dont le cinéma a fait l'objet. Ce sont les hypothèses que l'on a pu former sur son nom. On s'intéressera donc non seulement à la manière dont ce dernier a été compris à différents moments de son époque, mais aussi aux rôles esthétiques qui ont été les siens, aux politiques de l'art ou de la culture qui ont été conduites à partir de lui, à la production conceptuelle dont le cinéma a été l'objet, et enfin au déplacement poétique et théorique qu'il a rendu possible dans d'autres champs artistiques. Alors pour nous introduire à ce vaste programme, je suggère au fond de repartir par la question que nous a posée et que nous a laissé Jacomon dans un petit essai qui est sorti il n'y a pas très longtemps, essai publié chez Vrin et qui s'intitulait « Que reste-t-il du cinéma ?» Alors, c'est un essai passionnant, cohérent de bout en bout. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce que Jacomon défend, mais je suis obligé de concéder qu'en regard du postulat qui est le sien, le livre est parfaitement structuré et parfaitement cohérent. Ce qui m'intéresse, c'est au fond la réponse qui arrive à la toute fin du livre, sur la dernière page. Il répond, alors il reprend sa question et il y répond. Qu'est-ce que le cinéma? Réponse, donc 120 pages de démonstration. Qu'est-ce que le cinéma? Ou plutôt, que reste-t-il du cinéma? Pardon, que reste-t-il du cinéma? Réponse, le cinéma. Alors, réponse apparemment décevante, et cependant hautement réfléchie, réponse qui prenait la mesure, on va le voir, et le parti des prémices théoriques sur lesquelles s'est conclu un pacte esthétique entre un appareil, un dispositif, un langage, et ce qui m'importe, une certaine idée de l'art. Alors Jacomon va préciser aussitôt sa pensée, après avoir dit qu'est-ce qu'il reste du cinéma? Le cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ceci, je le cite. Le cinéma est maintenant assez ancien pour pouvoir se replier sur lui-même, comme la peinture l'a fait, comme la musique aussi.
et d'ajouter parce qu'il constitue toute une culture à la fois banalisée et encore inaperçue dans ses fondements. Alors il y a donc là une manière de laisser entendre que le cinéma serait en définitive moins concerné qu'on ne le croit par les bouleversements qui affectent aujourd'hui les modes de production et de diffusion du film, fussent-ils ceux de l'art contemporain, des nouveaux médias ou du réseau informatique mondial. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le cinéma aurait atteint son profil d'équilibre, sa définition artistique suffisante, un peu comme la grâce, une grâce suffisante. Alors, en d'autres termes, la réponse laisse entendre que la résistance du cinéma au changement du monde, qu'il s'agisse de la révolution numérique qui, bien évidemment, inquiète, alors à tort ou à raison, son modèle ontologique, des formes néo-médiatiques qui lui contestent son langage, ou de la circulation mondialisée des images, qui court-circuite sa temporalité spécifique, il me semble que ce n'est à tout prendre que le signe de son appartenance au monde fini de l'art, c'est-à-dire à l'image du système des beaux-arts qui a fait précisément de lui le dernier des arts. En d'autres termes, comme art, en effet, le cinéma peut désormais se retirer dans les limites de son essence, ce qui laisse évidemment inévitablement revenir l'idée moderniste d'un propre de l'art. Comme dernier des arts, le cinéma est donc bien celui qui a réussi la synthèse d'un système de l'art commencé en France au XVIIIe siècle et achevé en Allemagne avec les signes. Vous vous souvenez du système de Canudo ? Enfin, je veux dire, c'est... Peut-être que... Moi, je me souviens encore du 9e, la bande dessinée. Alors, me semble-t-il, hors de propos, hein, c'est-à-dire que c'est une demande qui arrive trop tard. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est illégitime parce qu'elle arrive trop tard. Et puis de toute façon, elle n'a jamais été fondée. Mais le système de Canudo, au fond, est fondé sur une espèce d'équilibre entre les arts du temps et les arts de l'espace. Hein. 3 arts du temps, 3 arts de l'espace. Et alors c'est très intéressant lorsqu'on réfléchit à la manière dont Canudo est arrivé à cette solution. Parce que en 1919, il pose le système du 7e art. Sauf qu'en 1911, il imaginait un 6e art. De 1911 à 1919, on s'est beaucoup disputé pour savoir si le cinéma était le 5e, le 6e ou le 7e. Ce qui veut dire en fait qu'on n'en savait rien. Voilà. On ne savait pas, au fond, combien d'arts pouvaient être légitimes à l'intérieur du système des beaux-arts, comment il fallait réellement interpréter ce système des beaux-arts. En tout cas, ce qu'a compris... et ce qu'il cherchait, bien évidemment, c'est non seulement à restaurer le modèle wagnérien de l'œuvre d'art totale, mais surtout, bien évidemment, à produire une synthèse. C'est-à-dire que le cinéma sera l'art, mais l'art de la synthèse des autres arts. Autrement dit, ce qui est son propre, ou sa propriété, c'est de pouvoir, au fond, intégrer le propre de chacun. Or, quand il propose le 6e art, on a une synthèse bancale. C'est-à-dire qu'on en a 3 d'un côté et 2 de l'autre. C'est beaucoup plus équilibré quand on a 3 d'un côté, 3 de l'autre. Vous avez son petit schéma, hein, donc on décline les différents arts. Voilà, donc ça me paraît extrêmement important, parce qu'on voit que dans ces tâtonnements, il y a, je dirais, une politique de l'art, une politique esthétique de l'art qui se dessine. Et on va voir que cette politique de l'art est absolument opposée aux politiques soutenues par les dadaïstes, évidemment, qui ont été les plus radicaux. Les dadaïstes, c'était tout ce que vous voulez, mais pas un art. Évidemment, les dadaïstes étaient les premiers, avec leur marteau, à essayer de casser par le menu ce qu'il restait de l'art. Les constructivismes pour d'autres raisons, etc. Donc on avait évidemment non pas un champ unifié de l'art autour du cinéma, mais des stratégies très différentes selon les causes révolutionnaires de l'art que l'on entendait défendre. Donc, si le cinéma est peut-être contemporain,
Et la critique, en effet, aujourd'hui, ne se prive pas, mais probablement faute de pouvoir reprendre le discours du moderne, et évidemment du postmoderne, de faire usage, mais à mon avis, ou à ma connaissance, un usage qui n'est pas encore fondé de ce que le cinéma pourrait avoir de contemporain lorsqu'il s'agit de désigner des cinéastes aussi différents que Lech Majewski pour Le Moulin et la Croix, que Carlos Regadas pour Lumière silencieuse, que Cristi Puiu pour La mort de Dante Lazarescu, ou bien encore pour parler de quelque chose de tout à fait récent, The Touch of Sin, Jazanke. Donc s'il est contemporain pour la critique, il ne l'est à mon sens que sur un mode mineur, celui finalement d'une définition stylistique, mais qui est absolument ou résolument étrangère au régime contemporain de l'art. Alors les choses évidemment sont beaucoup moins simples avec des cinéastes comme Tsai Ming-liang, je pense en particulier à Visage, qui a été tourné au Louvre, à Apichatpong Veeracitakul, qui fait aussi bien des films que des installations. Même chose pour Peter Greenaway, qui fait aussi bien des installations et qui vient de sortir un film tout récemment, Goltzius and the Pelican Company. Qui donc, voilà, des gens qui travaillent à cheval, mais c'est le cas de Varda, c'est le cas de Godard, c'est le cas de Claire Denis. Il y en a de plus en plus de cinéastes, c'est Kiarostami qui était à Bobo il n'y a pas si longtemps, etc. On a de plus en plus de cinéastes qui font l'aller-retour entre cinéma et art contemporain. Donc voilà quelque chose qui évidemment nous importe. Pour ne rien dire évidemment de certains photographes qui travaillent évidemment avec, je dirais, une image de la pensée cinématographique. Le plus connu, Jeff Wall, mais ça vaut aussi pour Gregory Knudson, tous les deux d'ailleurs canadiens, qui travaillent évidemment sur ce rapport très, très intense entre cinéma et photographie. Alors, force est de constater, quoi qu'en dise Jacquemont ou Raymond Bellour, sous la pression d'artistes, on l'a vu, de critiques et de théoriciens, la situation esthétique du cinéma mérite d'être aujourd'hui rapportée à une reconfiguration générale de la scène de l'art. Autrement dit, si on veut penser une contemporanéité du cinéma, c'est d'abord en regard des transformations esthétiques que l'idée de l'art a connues ces 20 dernières années. Idée de l'art qui a fait l'objet d'un profond réinvestissement esthétique et théorique. Donc le nom de cinéma, c'est dans ce cadre-là progressivement émancipé de ses conditions historiques au point d'être devenu le nom d'un embrayeur spécifique du champ de l'art contemporain. Et du coup, c'est l'ancienne notion d'expanded cinéma, en définitive très peu exploitée depuis les années 70, qui a fait un retour retentissant dans nos usages théoriques, usages sans cesse élargis aux fins de stratégies esthétiques variables, selon des lieux et des circonstances, évidemment là aussi variables. Alors peut-être une précision, qu'est-ce qu'on peut entendre par expanded cinéma ? Ben, je vois au moins 4 choses. Je vais vous présenter rapidement un autre petit PowerPoint pendant que j'ai perdu ma souris. Voilà. Est-ce que ça plante un Mac ? Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà, visuellement, il y a quelque chose qui ne marche plus. Non, il y a quelque chose, c'est la souris que j'ai pu récupérer. Je suis très mauvais en informatique. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Généralement, les étudiants m'aident. Qu'est-ce que tu veux faire? Récupérer le pilotage de mon ordinateur, que je ne pilote plus. Ah, ça y est, voilà, ok. Tout à l'heure, je n'y arrivais plus. C'est là que fallait. Formidable intimidation. Ouais, comment j'ai fondé l'NT. Finir par avoir chaud. Même au Canada, on a chaud. Ah, ça, on a très chaud à l'intérieur. Alors,
Donc là, je vous rappelle la conception restreinte du cinéma que se donne Jacques Aumont. Hein, le cinéma, pour lui, c'est trois choses. Hein. Je vous laisse les lire, peut-être avant de passer à la suite. Voilà, donc conception expandie du cinéma que je vais rapidement évoquer. Vous vouliez prendre des notes? Non, non. Non, ça allait, c'est quand même j'ai des trucs. Ok. Donc, 4 approches possibles de la notion d'expanded cinéma. Alors, la première, au fond, c'est évidemment celle qu'on doit directement à Jane Youngblood. Expanded cinéma. Donc là, je vous laisse un moment de cet essai qui, vous le savez, le texte est disponible en PDF sur le net. Bon, évidemment, c'est une littérature un peu psychédélique qui est propre à l'époque, mais ça mérite d'être lu. Alors, expanded cinéma pourrait désigner, dans le cadre de cette utopie, et ce serait au fond son sens historique, le nom d'une utopie esthétique qui appelle la constitution d'un modèle synesthésique global, lequel postule un passage from oceanic consciousness to cosmic consciousness. Pour Jane Youngblood, qui en a forgé la théorie, je le cite, « We must expand our horizons beyond the point of infinity ». Et pour, au fond, soumettre cette hypothèse, il part d'un film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est venu tout à la fois emblématiser le champ de ces nouvelles expériences cinématographiques et marquer en même temps l'achèvement d'une époque du cinéma. Je ne sais pas si c'est là qu'il le dit, mais si, voilà, conventional cinema can be pushed no further. On ne peut pas pousser le cinéma plus loin, visiblement, on a atteint ici une limite, et au contraire, à partir de là, il faut élargir. Donc on a une première définition qui finalement n'a pas été directement reprise. Il va falloir attendre à peu près une vingtaine d'années, en tout cas dans les études francophones, pour que ça soit repris et relancé théoriquement. La deuxième manière de penser l'expanded cinéma, c'est au fond cette idée que l'expanded cinéma rendrait compte de toute forme de contingence artistique qui revendique poétiquement et ou théoriquement un élargissement du nom de cinéma, et ça concerne au fond les artistes qu'on a vus, aussi bien Charitz qu'Anthony McCall, Agnès Varda, Kiarostami ou Peter Greenaway. Alors fondamentalement, le point de départ de Jane Youngblood est toujours plus ou moins respecté, et en effet, il suffit de pénétrer dans la cabane de Varda pour comprendre non seulement que le rapport du film à la projection n'est jamais qu'une solution parmi d'autres, elle-même déduite d'un modèle historiquement orienté, mais encore que le rapport de l'image à la représentation ne résume pas toutes les possibilités visuelles de la conscience auxquelles Youngblood était finalement attaché. Donc, on peut considérer que ces artistes ont donné des développements qui n'étaient pas les développements attendus, ni même les développements souhaités par Youngblood, mais qui restent cohérents en regard des prémices qui étaient les siennes. Troisième définition qu'on pourrait donc se donner de l'expanded cinéma. Expanded cinéma définit une théorie de l'image qui postule un droit esthétique de l'image mouvement. Je reviendrai après. Donc, définit une théorie de l'image qui postule un droit esthétique de l'image mouvement sur tout mouvement des images, voire sur toute idée de mouvement, pourvu qu'elle puisse être rapportée à de l'intervalle ou du montage. Et là encore, je reviendrai après là-dessus. Voilà. Je reviens à cette proposition. Donc, c'est une sculpture de Donald Judd qui date de 1973 et elle a été intégrée dans l'exposition de Philippe Alain Michaud, Le mouvement des images, au titre des intervalles qui séparent chacun des éléments, intervalles et éléments qui pourraient être rapprochés
des intervalles cinématographiques et des photogrammes du film. Donc c'est une lecture rétrospective à partir d'une idée de cinéma constituée sous l'idée de montage et d'intervalle qui lui permet de relire cinématographiquement des œuvres qui n'ont pas nécessairement été pensées comme telles. On a ici un exemple. On en a un autre. Alors c'est ici une manière de, donc un peu comme dans les cabanes, mais avec quelque chose de plus simple, en tout cas de plus immédiat, parce qu'on conserve le rapport à l'image, à la représentation, voire à l'image animée. Ici, dans le triptyque de Noirmoutier, Agnès Varda refait du cinéma, mais en changeant, au fond, de dispositif. Elle invente un dispositif ad hoc. Donc, qui ne vaut que pour elle. Alors pas tout à fait, parce que cette forme-là, la forme retable, avec en plus ici les panneaux qui se ferment et qui peuvent s'ouvrir à la demande, les panneaux latéraux, comme dans un retable, ça s'ouvre et ça se ferme, a été pratiqué, mais d'une autre manière, par Pierre Huyghe, qui était revenu sur ce film de Wim Wenders, L'ami américain. Je ne sais pas si vous connaissez cette installation, elle est absolument passionnante. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appelle l'ellipse et c'est bien nommé. Alors l'ellipse, c'est une figure de montage, entre autres, c'est aussi une figure qui appartient au discours, mais c'est une figure de montage. Et quel était le parti pris de Pierre Huyghe ? Eh bien, on avait 3 images projetées. Celle du milieu, les images latérales, ce sont des images arrêtées d'un film plus ancien, L'ami américain de Wim Wenders. L'image projetée au milieu est une image en mouvement. Et pourquoi ellipse ? Parce que le personnage qu'interprète Bruno Ganz, sur l'image que vous avez ici, à gauche, s'apprête à traverser un pont. En fait, Wenders fait l'ellipse de la traversée. On va passer dans le film de cette image-là à celle-là. On est passé d'une séquence à l'autre, et dans l'ellipse, il y a la traversée du pont. Pierre Huyghe revient, demande au même acteur, Bruno Ganz, vieilli, de traverser le pont. C'est-à-dire que ce qu'il met en scène, c'est l'ellipse. Ce qui l'intéresse, c'est l'ellipse. Il occupe l'intervalle. Il réoccupe l'intervalle. Et ce qu'il propose, c'est précisément, au fond, alors voilà, une expérience cinématographique, parce que là, pour le coup, il n'est question que de cinéma, mais évidemment dans des conditions très particulières, l'œuvre, de toute façon, n'étant pas visible en salle, mais seulement au musée. Voilà, donc on est, si vous voulez, dans des cas limites, mais avec cette fois, on le voit de manière implicite, une théorie de l'image. Donc on voit que la notion d'expanded cinéma, c'est une notion qui recouvre énormément de choses, mais qui, au fond, implicitement, est tenue par des théories différentes. Une théorie, donc c'est pour ça que je le disais ici, une théorie des dispositifs, une théorie de l'image, une théorie de l'art, au sens où il y a une utopie esthétique qui préside à cette pensée chez Jane Blood. Et enfin, on peut imaginer, par expanded cinéma, je dirais que c'est la conception la plus récente, puisqu'elle ne cesse de varier, de s'accroître. Tout le monde se ressaisit de cette formule très commode, expanded cinéma, pour la rejouer théoriquement. Autrement dit, il y a des usages théoriques, chaque fois nouveaux, d'une formule qui concerne le cinéma dans ses rapports à son déplacement hors du système historique. Donc, dernière manière de se réapproprier théoriquement cette notion d'expanded cinéma, il s'agit cette fois d'entendre toute expérience intermédiale de l'art qui prête au cinéma un pouvoir de liant universel des substances d'expression et des médiums les plus divers. Et là,
il y a une œuvre tout à fait étonnante que je vais vous montrer. Voilà, c'est une œuvre en collaborative de William Forsythe, qui est un chorégraphe américain, et de Peter Wells, qui est un plasticien, un artiste allemand. C'est une œuvre qui était présentée au Louvre en 2006, absolument vraiment fascinante. Je vais vous montrer quand même quelques images. Je vous en dis 2 mots, je vous montre quelques images. Vous voyez ici au fond un tableau. Alors, il fait partie de cette œuvre-là, qui a son vis-à-vis ici, mais que vous ne voyez pas, mais que je vous montre, et qui est en fait le résultat du travail mené par le chorégraphe. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de revenir sur ce tableau de Francis Bacon, qui est un autoportrait inachevé, commencé en 1992, l'année de sa mort. Ce tableau va être retrouvé dans son appartement, posé sur un chevalet, alors que Bacon vient de décéder. L'idée de Forsythe et de Wells, c'est de donner une interprétation chorégraphique de ce portrait. Voilà, donner une interprétation chorégraphique de ce portrait. Pourquoi ? Parce que l'œuvre depuis le travail de Gilles Deleuze sur Bacon, logique de la sensation, l'œuvre de Bacon est travaillée par la question du corps, des organes, de la chair, de la sensation. Et donc, le pari de Forsythe est loin d'être idiot, il est absolument légitime, il est même génialement légitime. C'est au fond d'imaginer une chorégraphie improvisée autour de ce portrait. Et le principe, c'est de travailler sur une surface qui va enregistrer les mouvements du danseur. C'est-à-dire qu'il est équipé de protections qui sont en fait des marqueurs de plomb, et chacun de ces mouvements, donc sur les articulations, les mains, les genoux, etc., et chacun de ces mouvements va au fond laisser une trace sur le subjectile. Alors c'est intéressant parce que Wells et Forsythe appellent ça une installation chorégraphique multimédia. C'est très difficile, si vous voulez ici, d'identifier ce qui appartient en propre à la danse, au cinéma, à la peinture. On est dans un rapport complexe. La question, c'est le problème, c'est est-ce que la question est bien posée ? Voilà. À mon avis, non, bien évidemment. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Donc, on le voit, il y a au moins 2 manières de considérer la position de Jacquemont, qui refuse ce qui se fait en dehors du dispositif historique, qui refuse donc à ce qui se fait en dehors du dispositif le nom de cinéma. Et il y a donc 2 manières de la considérer, cette position. La première, c'est de lui opposer donc un démenti formel et considérer que le nom de cinéma a d'ores et déjà fait l'objet d'un réinvestissement esthétique considérable, que des usages théoriques nouveaux sont venus de manière massive qualifier des matières de l'expérience cinématographique. Alors je me souviens très bien d'une correspondance, parce qu'on échange encore beaucoup avec Jacquemont, et j'insistais donc en lui disant, mais quand même, Agnès Varda, ce qu'elle dit, on ne peut pas ne pas le considérer, d'autant que ça arrive après beaucoup d'autres. Et puis, je lui dis, mais au nom de quoi est-ce que tu lui refuses le droit de penser l'architecture comme un appareil d'exposition cinématographique qui vaudrait l'appareil lumière. Le film, une fois produit, pourquoi est-ce qu'au fond, il aurait plus de privilèges à être regardé, apprécié, goûté esthétiquement sous sa forme d'image matérielle, plutôt que dans ce réaménagement architectural où ce qui nous est donné d'apprécier, c'est non plus le cinéma à partir d'une historia, d'une fable, mais une sensation cinéma.
comment habiter le cinéma. C'est une proposition qui en vaut une autre. Et il me dit, oui, je comprends, mais le jour où tout le monde fera des cabanes comme Varda, avec des films, alors on pourra parler de cinéma. Voilà. Autrement dit, alors, elle n'est pas idiote cette réponse. C'est-à-dire que ce qui pourrait être un vecteur ou un facteur discriminant, c'est la question des usages sociaux. Voilà. Sauf que c'est de l'art. Donc est-ce qu'on a besoin effectivement, je dirais, d'une moyenne sociologie qui permettrait finalement de résoudre la question? Je ne suis pas certain, je crois même à la limite que c'est exactement le contraire. Alors la question c'est toujours pareil, c'est que qu'est-ce qui rend possible, au fond, la proposition d'Agnès Varda? Précisément le fait qu'elle se situe dans un régime contemporain de l'art. Qu'est-ce qui justifie et légitime la position de Giacomo? C'est qu'il est dans un système moderniste de l'art. C'est-à-dire que son approche, elle se fait à partir de la question du moderne. Du point de vue du moderne, je dirais que la réponse de Giacomo ne peut pas être différente. Et au contraire, comme telle, elle est justifiée. Donc, c'est bien la deuxième manière de reprendre la question de Giacomo, c'est de considérer que sa réponse est légitime, mais légitime en regard du postulat qui est le sien. Le cinéma est étranger aux sollicitations des nouvelles images parce que le régime de l'art, qui lui a donné sa légitimité esthétique dans les années 20, n'admet pas de dérogation à l'exception de son dispositif historique. C'est moins sûr, je ne suis pas certain que les années 20 aient eu conscience du problème, de ces termes en tout cas. Quand on regarde, quand on relit les écrits de Moholy Nagy sur le cinéma, pour lui, le cinéma n'est jamais qu'un moment d'un art de la lumière. Donc, on est visiblement dans quelque chose qui n'a pas encore trouvé son profil d'équilibre. Donc, admettre cette condition, c'est reconnaître que le cinéma, malgré tout, ne peut plus être la variable à partir de laquelle l'art peut être pensé. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence immédiate à la position de Giacomo. C'est-à-dire que, en définitive, ce qu'il reste du cinéma n'est sans doute pas une mauvaise jauge pour qui veut réfléchir ce qui se joue à l'échelle de l'art et de la culture au début du XXIe siècle. Elle qui demande d'art, donc, qui recense qui recense aussi bien les demandes de l'art, les offres de l'industrie, que les régulations supposées de la politique culturelle s'entend. La question, on le voit, ne concerne pas les films et ce dont chacun d'entre eux est toujours capable de penser du monde et de l'art, mais bien la part que le cinéma, comme art, comme institution et comme modèle économique, occupe dans la reconfiguration générale de leur rapport réciproque. En d'autres termes, ce qu'il reste du cinéma est une chose, et que ce dernier, en d'autres termes, qu'il reste du cinéma est une chose, mais que ce dernier puisse être encore l'acteur politique d'une esthétique rapportée à un monde commun de l'art et de la culture, en est visiblement une autre, si l'on ne prend pas acte des différences qui se font entre les différents régimes de l'art. Alors, vous l'avez remarqué, je n'ai pas encore parlé de Jacques Rancière, j'y reviendrai après, mais Jacques Rancière a réglé le problème autrement, puisqu'il a proposé, au fond, 3 modèles pour réfléchir historiquement la manière dont l'idée d'art s'était transformée. Un régime éthique de l'art, un régime poétique ou représentatif de l'art, et un régime esthétique de l'art qui tourne le dos à la question de la modernité qui, à ses yeux, est une question mal posée, qui fait écran à énormément de problèmes. Alors, donc, je disais que le cinéma a reçu sa définition artistique institutionnelle et économique dans les années 20, mais n'est à ce titre en tout cas c'est l'idée que je soutiens, à ce titre n'est jamais qu'une exception esthétique dont on essaie à rebours de justifier l'ontologie historique à chacun de ces ajustements techniques. Et à chacun de ces ajustements techniques, on parle d'ailleurs d'une mort du cinéma, dont le cinéma semble se remettre chaque fois très bien. Alors, je voudrais brièvement, parce que je l'ai évoqué, revenir sur cette situation historique, celle des années 20. Alors, au tournant des années 20, le cinéma devient 7e dans une généalogie des arts, je le disais tout à l'heure, qui a été reconstruite pour l'occasion. Et Canudo, donc, entre 1908 et 1919, n'a cessé, au fond, de faire varier le nombre qu'il prêtait au cinéma. Alors,
l'aspect le plus important, c'est qu'au fond, Canudo va puiser à la source d'une théorie de l'art qui s'élabore au milieu du XVIIIe siècle. Il donne donc une suite et en même temps une fin, et c'est pour ça que je parle du dernier des arts. Il donne une suite et une fin au système du Beaux-Arts, au système des Beaux-Arts, en y ajoutant le cinéma et en même temps en réglant la suite ordinale des arts qui n'était pas finalement très claire. Alors, c'est une étrange proposition, je le soulignais tout à l'heure, que celle de Canudo, puisqu'elle salue la naissance du plus moderne de tous les arts, mais en l'attachant à une très ancienne idée de l'art. Voilà. Il me semble que ce paradoxe n'a jamais été véritablement travaillé et saisi. On s'est tous réjouis que le cinéma était devenu un art, sans véritablement interroger cette généalogie qui, à mon avis, est relativement suspecte. Et je le disais tout à l'heure, les avant-gardes elles-mêmes, de toute façon, étaient résolument à la fois loin d'être unanimes et résolument contre une telle position. Alors, ce que je pourrais dire en résumé, c'est que la victoire de Ricciotto Canudo, qui réussit à imposer le cinéma dans l'ordre des arts, est d'abord la victoire d'une idée ancienne de l'art, et cette victoire est en même temps une défaite des utopies esthétiques qui étaient portées par les dadaïstes et les constructivistes. Défaite esthétique donc qui ruine le projet d'une politique révolutionnaire des arts. Donc ce que j'essaie de souligner, c'est en définitive ceci. Le cinéma ne devient un art qu'à adopter la forme générale d'une esthétique héritée du XVIIIe et du XIXe siècle, esthétique qui suppose premièrement la définition d'une singularité et d'une autonomie poétique, qui permet donc de dégager un propre de l'art, condition princeps de leur reconnaissance, et deuxièmement, de distinguer entre le propre des arts, c'est-à-dire entre le propre de chacun des arts. Or, c'est en filigrane ce qui justifie le repli du cinéma proposé par Jacquemont. Autrement dit, la position de ceux qui défendent finalement l'orthodoxie cinématographique qui leur interdit de reconnaître l'expanded cinéma est implicitement tenue par le nouage théorique qui s'est fait sur le nom de cinéma dans les années 20 à partir de cette fermeture du système des beaux-arts dans la synthèse que nous donnait Canudo. Il y a un texte éminemment intéressant que l'on doit à Jean-Luc Nancy dans son essai sur Abbas Kiarostami. Jean-Luc Nancy écrit ceci. C'est en 2001, le livre paraît chez Klinksik, ça s'appelle L'évidence du film, Abbas Kiarostami. Et voilà ce qu'écrit Jean-Luc Nancy. Il est devenu impossible de dénombrer les arts supplémentaires. C'est pour ça que la question de la bande dessinée ne s'oppose pas, ou alors elle s'est posée trop tard, en tout cas elle s'est mal posée. Il est devenu impossible de dénombrer, pareil pour la télévision, les arts supplémentaires, vidéo, performance, body art, installation, non parce que les espèces seraient trop nombreuses, mais parce que le décompte n'a pas de sens. Si c'est l'art comme tel qui devient essentiellement multiple et même nombreux. Autrement dit, l'idée de multiplicité est une idée désormais qui caractérise le régime contemporain de l'art, là où l'idée de singularité imposait au fond un régime classique ou moderniste. De toute façon, les deux s'entr'appartiennent malgré les différences qui les opposent. Donc cette situation n'est pas extérieure au cinéma. Il me semble qu'elle est née avec lui et qu'elle se poursuit avec lui. C'est le moment donc d'une généralisation que nous connaissons. On vient d'en avoir la preuve ici avec cette installation chorégraphique. Généralisation des pratiques hybrides, des métissages artistiques. Je parlais tout à l'heure de Gregory Knudson, de Jeff Wall, des théories intermédiaires. Et je voudrais à cet endroit reprendre la question.
Que devient le cinéma lorsque la conception de l'art qui le prend en charge change? En d'autres termes, n'oublie-t-on pas, lorsqu'on réfléchit à l'ontologie supposée historique du cinéma, le régime de l'art qui commande ce qu'il est possible d'entendre sous le nom de cinéma? Or, lorsqu'on réfléchit aux crises que le cinéma a traversées, on oublie le plus souvent les crises de l'art qui modifient les visages de l'art, et donc de facto le cinéma lui-même, exception faite évidemment du moment post-moderniste, qui a été évidemment le moment d'une intense activité sur le nom de cinéma. Vous connaissez peut-être le travail de Jean-François Lyotard sur ce qu'il appelait la cinéma. Donc, c'est, me semble-t-il, au fond, la grande leçon de Michel Foucault, qui nous permet de comprendre que la condition d'une situation théorique et d'un ordre du discours est responsable des règles qui ordonnent ce qui est désormais pensable sous le nom de cinéma. Je vous renvoie à la leçon introductive de Michel Foucault au Collège de France. C'est un petit texte qui a été édité chez Gallimard, qui s'appelle « L'ordre du discours ». Je crois que ça, pour le coup, si on doit le mettre dans une bibliographie, les 10 bouquins qu'on doit emporter sur une île déserte, c'est bien celui-là. Il est tout petit et véritablement, il contient en puissance toute l'œuvre de Michel Foucault. Ça s'appelle « L'ordre du discours ». Et il a cette phrase absolument géniale. Voilà ce qu'il écrit. « Il se peut toujours qu'on dise le vrai dans l'espace d'une extériorité sauvage. » Autrement dit, Charitz, qui dit le vrai du cinéma, par exemple. Il se peut donc toujours qu'on dise le vrai dans l'espace d'une extériorité sauvage. Mais on est dans le vrai qu'en obéissant aux règles d'une police discursive qu'on doit réactiver en chacun de ces discours. Voilà. Il me semble qu'on est aujourd'hui en train d'essayer de définir, de dessiner les règles discursives qui nous permettent ou pas de rendre recevable l'expression expanded cinéma. Je pense, quoi qu'en dise Jacques Aumont, mais c'est peut-être une question d'usage et moins, je dirais, de force de démonstration que l'expression expanded cinéma s'est imposée. Ça ne veut pas dire que les défenseurs de l'expanded cinéma ont mieux défendu, mais je pense qu'il y a effectivement ici un habitus qui a aussi relayé sociologiquement cette formulation. Ou alors c'est parce qu'effectivement la demande est devenue à ce point pressante et massive du côté des artistes que de toute façon, de facto, la notion d'expanded cinéma a fini par s'imposer. La question après, c'est évidemment, est-ce que cette question de l'expanded cinéma doit être réfléchie en termes de limites? Est-ce qu'on peut border? Est-ce qu'on peut borner? Est-ce qu'on peut trouver des limites et dire ceci c'est encore du cinéma ou ceci ce n'est plus du cinéma, hein, où commence et où finit? Et là encore, on va le voir, je pense que la question n'est pas très bien posée. Alors, je vais tirer de ces prémices, trois conséquences. Premièrement, les 19e, 20e et 21e siècles n'ont pas connu une seule et même pensée du cinéma, mais plusieurs. Et donc, il est devenu urgent de les identifier pour elles-mêmes. Deuxièmement, toutes ces pensées du cinéma, toutes ces pensées cinéma, témoignent d'un état de l'art et des arts dont elles dépendent directement. Et enfin, troisièmement, le nom de cinéma recouvre des réalités esthétiques différentes qui constituent des épistémées relatives dont il nous appartient de dessiner la dimension épocale. Donc j'en arrive au fond à ce qui va ici me retenir, essayer de penser les moments esthétiques qui se sont dessinés autour d'un usage qui est devenu dominant du nom de cinéma. Et donc il s'agit en d'autres termes de faire valoir un type de pensée esthétique qui fait époque au titre des problèmes qui se dégagent dans un temps et un espace donné, et de montrer que ces pensées esthétiques constituent autant d'hypothèses cinéma
qui ont existé dans un tissu complexe de relations aux autres arts, à la philosophie, à la politique et à la science. Alors, pour essayer d'identifier ces moments esthétiques qui permettent au fond de retenir des usages du nom de cinéma, j'ai choisi au fond de fixer les questions qui pourraient prendre en charge chacune de ces époques et précisément le réglage des discours qui se fait à ce moment-là. Je vois au fond 5 questions qui définissent 5 époques, s'il y a une fonction épocale des discours, 5 époques esthétiques, chacune manipulant une stratégie esthétique dont le cinéma est le vecteur et la finalité. On peut considérer que pour les années 10, 20 et 30, la question qui va s'imposer et à partir de laquelle vont se régler à la fois les problèmes et les discours qui s'écrivent sur le cinéma, c'est le cinéma est-il un art? Voilà, on ne se pose pas, on peut se poser d'autres questions, mais elles seront au fond minorées, relativement écartées. Il y a une question massive, une question dominante, qui est un point de fixation ou d'agrégation des discours. Cette question-là, donc, évidemment, je simplifie pour faire réapparaître ces époques. Le cinéma est-il un art? Ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas qu'on ne se demande pas par la même occasion ce qu'est le cinéma. Mais ce n'est pas le point de départ, ni la question structurante. La question qu'est-ce que le cinéma revient. Et elle revient dans les années, au milieu des années 40, et elle va irriguer la pensée du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma? C'est la pensée qui organise une époque qui est d'ailleurs déterminée par la rencontre avec la phénoménologie. Toute la pensée de Bazin se fait quasiment avec la phénoménologie qu'on appelait alors nouvelle psychologie chez Merleau-Ponty. Donc le cinéma est-il un art? Deuxième question pour les années 40-50, qu'est-ce que le cinéma? Rappelez-vous de la réponse que donnait Godard dans un de ses articles qui s'intitulait aussi article de 1952 dans les cahiers du cinéma, qu'est-ce que le cinéma? Et il donnait cette réponse, là encore relativement décevante et en même temps admirable, l'expression des beaux sentiments. Voilà. Qu'est-ce que le cinéma? L'expression des beaux sentiments. Alors cette réponse n'est intelligible que si on la rapporte finalement à la théorie à laquelle finalement elle est encore adhérente, et cette théorie c'est finalement la théorie des beaux-arts du XVIIIe siècle. J'ai écrit je participais à un colloque et il y a un article qui devrait sortir sur le classicisme de Jean-Luc Godard et les références littéraires de la théorie française du XVIIe et du XVIIIe siècle dans ses écrits critiques. Il devrait sortir fin de l'année, début de l'année prochaine ou plus tard. Dans les années 60-70, la question change à nouveau. La question c'est que peut le cinéma? Voilà. Ce qui est interrogé au fond c'est la puissance politique du cinéma. Il y a véritablement une politique de l'image qui est véritablement ici interrogée, avec évidemment une espèce de pivot, les événements de 1968. On peut considérer que l'œuvre de Jean-Luc Godard, de ses travaux critiques jusqu'à aujourd'hui, prend en charge les quatre questions que j'essaie de... Enfin, les 5 questions, mais en tout cas les 4 dernières questions que j'essaie de ressaisir. 68-73, c'est la création du groupe Zega-Vertov avec Jean-Pierre Gorin. Et le cinéma n'a jamais été aussi politique que dans ces années-là. Donc, il me semble qu'il y a une question, là encore, qui organise, qui structure, qui agrège ce qui se pense sous le nom de cinéma, c'est que peut le cinéma, une manière d'interroger sa faculté, sa puissance politique. La question des années 80 et 90, ça sera au fond la question qui est postmoderne par excellence, c'est le cinéma peut-il mourir? C'est le cinéma où l'art en proie à une profonde mélancolie. Et là, il y a évidemment une double réponse. Soit la mélancolie, soit le postmodernisme critique. Alors, versant théorique relativement tardif, là, mais enfin tardif.
en regard des œuvres, mais on avance le travail de Frederick Jameson, bien sûr, sur le postmodernisme. Et dans le cinéma, je vois évidemment la première trilogie de Lars von Trier, qui me paraît effectivement la plus critique, une espèce de sursaut contre cette disparition ou cette mort possible du cinéma. Mais on voit bien que, voilà, là encore, tout s'agrège, tout tourne autour d'une question. Je passe très vite, parce que je n'aurai pas le temps de le développer là. Mais il me semble qu'il y a deux textes absolument essentiels, là encore, enfin deux textes. Un texte et une œuvre de Jean-Luc Godard qui résume cette époque-là. Le texte, c'est La paroisse est morte, numéro 1, 1991 de la revue Trafic, qui s'ouvre. C'est la revue que désirait Serge Danet, que va donc lancer Raymond Bellour. Et cette revue s'ouvre par une apologie de la mort du cinéma. Et parallèlement, 88-98, 10 années pendant lesquelles Godard va reprendre cette question-là, et ça sera les histoires du cinéma. Voilà. Donc il va donner ensuite une ultime version dans son voyage en utopie à Beaubourg en 2009. Et enfin, cinquième question, me semble-t-il, c'est la question qui se pose à la fin des années 90 et qui vaut encore aujourd'hui, qui nous occupe encore. On voit bien que c'est celle-là qui mobilise toute la réflexion sur le cinéma. C'est plus le cinéma est-il un art, c'est plus qu'est-ce que le cinéma, c'est plus que peut le cinéma, c'est plus le cinéma peut-il mourir. C'est pour ça que je pense que la question de Gaudreau elle est mal posée parce que c'est une question qui a déjà été posée et c'est pas la question de notre époque. Précisément parce qu'il y a deux réponses. Il y a ceux qui disent, comme Jacquemont, le cinéma ne peut pas mourir parce qu'il est un art, et un art du passé, qui a sa légitimité, qui a son profil d'équilibre. Et puis il y a ceux qui disent, le cinéma ne peut pas mourir parce que de toute façon, il est déjà du côté de l'expanded cinéma. Donc c'est pour ça que la question de la révolution numérique, j'ai l'impression que c'est une mauvaise question. Enfin, c'est pas la question la plus pertinente qu'on puisse lui poser, même si elle est efficace à d'autres endroits. Mais là, je ne suis pas convaincu. Je pense que donc la question, c'est plutôt est-ce encore du cinéma, voilà, qui oblige la plupart des acteurs, aussi bien les artistes, enfin eux qui s'embarrassent moins de considération, encore qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes sont aussi des théoriciens. Donc est-ce encore du cinéma? Alors je précise tout de suite que ces découpages ne sont pas étanches, qu'il ne s'agit pas de chercher des bornes historiques, de pointer ou de marquer des césures et des coupes franches entre les époques. Bref, qu'une époque ne succède pas à une autre, brutalement, mais qu'on assiste plutôt, évidemment, à des baisses d'intensité, à des décentrements et à des chevauchements. Chaque époque se voit ainsi effrangée sur ses extrémités, tandis que le tissu de l'une se poursuit dans le tissu de l'autre, au point que se dessinent des zones de tissage historiquement moins nettes, floues si l'on veut. Par ailleurs, les questions ne s'éteignent pas avec l'époque qui les a vues naître. Elles ont leur propre histoire, dont on peut suivre les sursauts, les reprises, voire le fil souterrain. Et cependant, chacun d'entre eux n'occupe plus qu'une position décentrée par rapport aux autres questions suivantes qui magnétisent autrement l'espace discursif. Donc il est évident, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le cinéma n'a jamais évidemment cessé d'être intéressé par des questions politiques. Les avant-gardes ont été évidemment ont prise avec ces questions politiques. Et en même temps, la question du politique, telle qu'elle se reformule dans les années 60, n'est pas du même ordre que celle qui s'est formulée dans les années 20. Alors, pour nous introduire, voilà, donc le défaut dont je vous parlais tout à l'heure, nous n'en sommes qu'à l'introduction, j'aurais voulu repartir d'une contribution de Jacques Rancière qui a aussi, en 2005, dans un texte qui s'appelle L'affect indécis, et qui a été repris par les éditions Amsterdam dans un gros livre d'entretien qui s'intitule « Et tant pis pour les gens fatigués ». Donc ceci ne nous est pas adressé, puisqu'il est 20h, nous sommes toujours là. Jacques Rancière, donc, et ça me semble être probablement l'une de ses contributions les plus importantes à l'esthétique du cinéma, s'est proposé non pas
de produire une philosophie sur le cinéma, c'est-à-dire au fond là aussi, même réflexe dénégatif que Deleuze. Deleuze, en 83-85, ne voulait pas faire une philosophie sur le cinéma. Rancière, lui, a cherché à susciter, lui aussi, une réflexion sur le nom de cinéma. Il dit, ce que je cherche, c'est à déterminer l'homonymie cinéma. Voilà. Mais cette homonymie cinéma, c'est pour lui l'occasion, d'une part, de se débarrasser des discours sur l'essence du cinéma, c'est-à-dire au fond, il abandonne la recherche ou la quête d'une impossible essence du cinéma, pour lui préférer, je le cite, les discours sur le cinéma qui forment les grandes catégories dominantes à travers lesquelles l'opinion intellectuelle a accès aujourd'hui au cinéma comme art. Pour Rancière, le cinéma serait ainsi à entendre comme un art des possibles, dont il reste à faire l'histoire. En 2005, c'est son projet. En fait, ce projet, finalement, il a visiblement abandonné, parce qu'on a des bribes, mais il n'y a pas quelque chose de continu. Donc il a posé, je dirais, un cadre théorique, un objectif théorique. Il y a quelques analyses qui permettent ici et là de reconstituer ces catégories esthétiques à partir desquelles l'opinion intellectuelle s'est constituée ou appropriée le cinéma comme art, mais il n'y a pas visiblement quelque chose comme un projet unifié, et je n'ai pas le sentiment que ce projet soit à l'ordre de ses priorités, si je regarde la manière dont le curseur ne cesse de se déplacer. Voilà, peut-être pour essayer de marquer alors quelque chose que vous connaissez bien, d'après ce que j'ai compris, c'est là-dessus que vous travaillez. Donc je n'aurai pas l'occasion non plus de parler, mais peut-être dans les questions, de ce que j'appelais au fond une politique de l'esthétique. Mais donc il me semble que nous touchons là. Alors ces questions-là, je ne les traite pas. Je reviens au fond à ce par quoi nous avons commencé. Ce point particulier qui demande que soient interrogées d'une part les logiques d'image qui sont mises en jeu dans les nouveaux médiums de l'art, lesquels sont en définitive probablement très peu cinématographiques, quoiqu'il s'agisse encore d'images en mouvement. Et il me semble que c'est probablement sur ces œuvres-là, en particulier les œuvres qui utilisent le réseau informatique mondial, des principes généraux d'interconnexion des médias, et surtout une interface homme-machine, que se situe probablement la sortie opératoire du modèle cinématographique avec lequel les rapports à l'image en mouvement ont jusque-là été construits. Donc je ne suis pas certain, mais c'est quelque chose que je n'ai pas terminé, parce que, enfin on va le voir, j'ai retrouvé dans l'œuvre de Maurice Benayoun, Emotions Map. Alors, je vais rapidement... il y a comme une espèce, si vous voulez, on part, je vais le dire très simplement avant de revenir peut-être un petit peu plus dans le détail, cette idée de l'expanded cinéma avec une définition qui serait d'abord synesthésique, c'est-à-dire penser l'expérience cinématographique comme le développement de nos capacités perceptives et synesthésiques, c'est précisément quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans des discours tenus par certains artistes qui travaillent sur le réseau mondial, en particulier Maurice Benayoun, qui a là réalisé une cartographie de nos émotions à un temps donné et à l'échelle mondiale. Et là, il y a les scores de toutes les villes, de tous les pays, les villes et les pays dans lesquels on est le plus heureux ou le moins heureux, etc. Il a même créé une bourse de nos émotions, où les choses peuvent être avec des valeurs qui montent et qui descendent. Enfin, c'est une œuvre absolument passionnante. Mais voilà, donc à quoi avons-nous affaire, pour le dire très vite, dans ces nouvelles pratiques artistiques ? Pour l'essentiel, à des formes interactives multisensorielles, élaborées autour de processus de médiation homme-machine.
Ce sont par exemple des interfaces interactives proposées directement ou indirectement aux spectateurs. Je pense évidemment en particulier au travail d'Ars Electronica et en particulier à ces time zones, Zeitrooms, installés dans des aéroports qui permettaient de réinvestir ces non-lieux, pour le dire à la manière de Marc Auger, qui faisait de l'anthropologie urbaine. Ce sont encore des logiciels de captation et d'interaction, ça vous connaissez évidemment, utilisés à des fins chorégraphiques. On peut penser au travail exemplaire de Klaus Obermeier, en collaboration là encore avec Ars Electronica, ou aux chorégraphies de Tom O'Donnell développées dans le cadre du Midas Project, toute chose documentée aujourd'hui sur le net, c'est assez facile de retrouver tout ça. Dans tous les cas, le changement est considérable, puisque, par rapport au cinéma, j'entends, puisqu'à la question spécifique du médium et du dispositif, se substitue désormais celle élargie des environnements hypermédias intégrés, tandis que le schéma économique de la production, diffusion-réception se trouve évidemment bouleversé. Nous rencontrons là les formes du net art et des objets néomédiatiques auxquels le musée Tallinn, donc capitale de l'Estonie, le Kumu, qui a organisé en 2011, alors que Tallinn était capitale européenne de la culture, une formidable exposition qui s'appelait Getaways. Et le sous-titre de l'exposition, c'était Art and Network Culture. Donc cette exposition permettait de prendre la mesure des passerelles et des échanges qui se sont intensifiés depuis une bonne dizaine d'années entre l'art et les nouveaux moyens de communication, entre les nouvelles scénographies muséales et les possibilités de l'œuvre développée en réseau et incidemment entre l'esthétique et la politique. Or, telles sont bien les questions, me semble-t-il, qui nous sont adressées lorsqu'on entend d'une part marquer du nom de cinéma toute expérience du mouvement des images, on l'a vu avec Philippe-Alain Michaud, et d'autre part faire de l'expanded cinéma le moyen d'une politique de l'esthétique. On le voit, cette reconfiguration de notre expérience sensible à l'échelle des néomédias et des arts médiatiques rencontre les perspectives que Jane Youngblood dégageait pour le cinéma et la télévision dans les années 1970. La question qui nous revient pourrait donc être celle-ci. Que reste-t-il de cette reconfiguration synesthésique voulue par Youngblood dans le champ de l'art contemporain, voire dans celui de l'art médiatique et des nouveaux médias, si nous devions les distinguer? Pour apprécier et interroger ce reste, là aussi, dois-je y voir la ruine d'une utopie esthétique, la mort du projet de Youngblood, ou au contraire le rameau d'or d'une politique du sensible qui ressusciterait cette esthétique? Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que ce que cherchait Youngblood, à savoir la définition de ce qu'il appelait « nervous system of mankind », donc un système nerveux de l'humanité, est tout à la fois responsable d'une revalorisation de la technique, principe synesthésique de la technique, comme raccordement et prolongement de l'homme, et d'une déterritorialisation de l'art. L'un et l'autre, nous engageons sur la voie d'une politique de l'esthétique que le nom de cinéma pouvait sans doute encore satisfaire dans les années 70, mais rien ne nous dit qu'il soit aujourd'hui le mieux placé pour nous permettre d'interpréter un tel système nerveux de l'humanité. Et c'est là, en effet, qu'on peut revenir à Maurice Benayoun et à son œuvre World Emotional Mapping, qui pourrait peut-être nous laisser entendre que l'utopie de Youngblood a été tout à la fois réalisée et dépassée, c'est-à-dire qu'elle se fait sans le cinéma. Donc, World Emotional Mapping est décrite par Benayoun lui-même de la manière suivante. Il dit With today's communication network, the world is equipped with an extensive virtual nervous system. Voilà. Donc, au fond, il prolonge la pensée de Youngblood, sauf qu'il la prolonge par des moyens qui ne sont plus cinématographique. Donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que le nom de cinéma est encore pertinent pour désigner ce qui s'accomplit désormais avec
des systèmes de production, de diffusion et de réception, le système des interfaces machines qui n'ont plus rien à voir avec le cinéma, ou est-ce qu'il est encore possible de maintenir cet élargissement et donc de réintégrer dans un expanded cinéma ce qui s'accomplit en dehors du dispositif et de l'appareillage originel. Donc ça, c'est une question qui n'a pas été tranchée, qui n'a d'ailleurs pas encore été complètement posée, ou qui se pose ici et là, mais qui cherche sa théorisation, parce que je crois que le problème c'est ça, c'est qu'avant de répondre à des questions, il faut les construire, c'est-à-dire au fond les théoriser comme problème. Et là, il me semble que c'est une question qui est toujours en souffrance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup là aujourd'hui de véritable communication entre ceux qui travaillent sur ces questions-là et ceux qui travaillent encore sur le cinéma. La question, ce serait au fond de voir comment on peut passer de l'un à l'autre. Donc de Jane Youngblood à Maurice Benayoun, c'est visiblement la même idée d'une expansion virtuelle de notre système nerveux qui s'exprime, l'art jouant le rôle de marqueur esthétique et politique d'une potentialisation de l'espace social qui oblige in fine de repenser cet espace qui est entre les hommes, dont parlait Hannah Arendt pour qualifier le véritable lieu de la politique.